Dans cette vidéo, nous allons modifier la couleur des facettes du crâne en fonction de l'intensité des diverses fréquences de la pièce musicale. Allons-y. Dans un premier temps, peut-être qu'un petit correctif qui pourrait être intéressant, c'est de ne pas calculer les faces arrière de notre crâne, parce qu'actuellement, ça rend la lecture un peu confuse. Donc, c'est possible dans le Render Top. Donc, quand on vient voir ici dans notre top de rendu, si on veut, d'aller dans la section Advanced et à côté de Call Face, donc de lui dire de masquer en fait les faces arrière. Donc, vous voyez le résultat que ça donne. Donc, je pense que c'est visuellement plus intéressant comme ça parce que les faces arrière donc, ne viendront pas nuire à toutes ces lignes qui sont déjà très, très présentes. Donc voilà, je pense que c'est une petite amélioration qui sera intéressante. Maintenant, pour analyser donc le spectre, on aura besoin, parce que cette fois-ci, si vous vous souvenez, notre analyseur audio se concentrait essentiellement sur les fréquences aiguës, médium et basses. Dans le projet qu'on fait actuellement, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment d'utiliser toute la gamme de fréquences et de reporter toutes ces fréquences-là sur les facettes du crâne de façon à changer leur couleur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on n'utilise pas directement l'analyseur audio pour ça, mais qu'on se crée ou qu'on ajoute ici un Audio Spectrum. En fait, non, je vais l'ajouter en parallèle. Donc, en dessous, comme ça. Là, en ce moment, notre Audio Spectrum, il y a deux canaux à l'intérieur. On se souvient pourquoi. C'est que notre musique, elle est en stéréo. Donc, on va mettre la musique mono. Comme on l'a déjà dit, dans ce cas-ci, c'est pas très grave. On avait compensé pour ça dans notre analyseur audio, mais là, comme on est à l'extérieur de l'analyseur, ben, on va le faire directement sur la source. Donc, je mets la source en mono et on se retrouve avec un seul signal. Maintenant, de quoi est-ce qu'il a l'air, le signal? Je vais démarrer la musique sans le son, mais juste pour qu'on voit le signal en question. Donc, il a l'air de ça. Comme on n'a pas besoin d'énormément de précision pour ce qu'on souhaite faire actuellement, ce qu'on peut faire, c'est limiter la taille de l'analyse FFT, de l'analyse de Fourier. Question de préserver un peu notre CPU. Donc, on va descendre à 2048. Ça nous donne quelque chose dans ce genre-là. Beaucoup de mouvements du côté des graves, mais essentiellement, ça ne change pas grand-chose pour nous. En fait, on va même aller couper un petit peu dans les graves et les très aigus pour s'assurer qu'on ne garde que les fréquences vraiment utilisées. Pour faire ça, on peut utiliser un opérateur qui s'appelle Trim. Donc, Trim, il nous permet d'aller couper soit complètement à droite ou soit complètement à gauche dans notre signal. Donc, dans ce cas-ci, on peut le faire carrément visuellement. Je pense que pour calibrer mon trim, je vais laisser le FFT à 8192 et on viendra le remettre ensuite. Je pense que ça va être plus facile comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'activité. Ici non plus, pas beaucoup d'activité, un petit peu, mais pas tant. Donc, je vais juste venir couper un petit peu de part et d'autre. Donc, au départ, là, je suis en quelle unité? Bon, là, je suis en sample. Allons-y en fraction pour avoir vraiment une idée assez précise de... Donc, vous voyez un peu ce qui se passe, là, ça bouge un peu trop vite à mon goût. Je vais y aller avec 0.1, ça devrait être pas mal. Donc, voilà. Donc là, je suis du côté gauche, ce qu'il appelle Start, et je vais tout simplement tranquillement me déplacer pour n'inclure que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire probablement dans ce coin-ci. Donc là, on voit qu'on a du mouvement du côté gauche partout, donc ça semble bien. Du côté droit, ou End, même chose. C'est-à-dire de l'autre côté. Donc là, je coupe un petit peu pour ne garder que ce qui est vraiment intéressant pour nous. L'effet n'est pas très apparent, mais je crois que ça coupe bel et bien. Oui, effectivement, on voit à la droite complètement qu'on coupe un petit peu des fréquences. Donc,
En tout cas, à l'œil, quelque chose dans ce genre-là. Donc, vraiment pour garder une zone où les fréquences sont bel et bien actives. Parce que chaque zone, si on veut, sur l'axe horizontal, va correspondre à une facette. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va compter le nombre de facettes du crâne et on va diviser la largeur de notre analyse spectrale pour la diviser dans le nombre de facettes qu'il y a de présentes. Et donc, chaque échantillon de l'analyse va correspondre à une facette et on va utiliser ça pour contrôler la couleur de la facette en question. Voilà. Donc, on a donc notre spectre, on l'a, puis ouais, on s'était dit qu'on remettrait tout ça à 2000, hein, ça sera suffisant. Voilà. Donc, on a notre analyse spectrale, on a enlevé les deux extrêmes pour ne garder que le bout de signal qui nous intéresse. Maintenant, l'opération qui est centrale à ce qu'on veut faire, c'est vraiment de passer de l'analyse par défaut à une analyse qui correspond au nombre de facettes qu'il y a dans notre crâne. Et pour faire ça, on peut utiliser resample, donc rééchantillonner. Donc l'idée de rééchantillonnage, c'est vraiment de changer le nombre d'échantillons qui sont pris. Et dans notre cas, ce nombre-là correspondra au nombre de facettes de notre crâne, comme je le disais tantôt. Donc, dans sa version par défaut, on n'a pas de contrôle sur une majorité d'options. On va tout simplement désactiver le time slice. On aura l'occasion de reparler du time slice ultérieurement. Mais en désactivant le time slice, là, soudainement, il y a un certain nombre d'options qui deviennent disponibles. Et dans notre cas, ce qu'on souhaite utiliser comme méthode, c'est carrément de définir un nouveau taux d'échantillonnage. Et l'intervalle aussi, par le fait même, va être modifié puisqu'il va correspondre, comme je le disais, au nombre de facettes. Et donc, ici, l'idée, c'est de donner un chiffre de départ, un chiffre d'arrivée. Donc, dans notre cas, on peut très bien partir à 0 parce qu'on a déjà du signal du côté gauche et augmenter vers la droite en fonction du chiffre, donc du nombre de facettes. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer le nombre de facettes? Probablement qu'on pourrait les compter à la main, mais ça serait pas idéal. Dans l'objet primitive, si vous vous souvenez, en fait, non. Est-ce que c'est dans l'objet primitive? Non. Dans le dernier SOP, celui après qu'on ait fait le merge, en fait, on va aller le voir. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Donc, allons voir ici. Donc, une fois qu'on a fait le merge, à partir d'ici, dans le fond, notre SOP contient toutes les facettes. Les deux SOP d'origine sont réglés, puis ici, il contient toutes les facettes. Donc, dans ce SOP-là, essentiellement, on devrait être capable de compter le nombre de facettes. Il faudrait simplement savoir quel objet nous permet de faire ça. Et dans notre cas, il y a une propriété qui existe déjà sur les SOP qui s'appelle numPrims, autrement dit le nombre de primitifs. Et donc, en allant chercher cette propriété-là, on va être capable de récupérer le chiffre qu'on cherche. D'ailleurs, juste pour vous montrer, je vais ajouter ici un date du type, c'est pas ça ce que je voulais faire, evaluate. Ça peut être commode si vous voulez juste tester une expression ponctuellement pour voir si ça fonctionne. Et l'idée ici, ça serait de dire, j'aimerais ça que tu me donnes l'opérateur, par exemple, quoique ici, merge one, si on est pour s'en servir, ça ne sera pas idéal. On est peut-être mieux de se prendre un point d'exportation bien propre. Donc, je vais rajouter ici un null. Et ce sera notre point d'exportation. Donc, null crâne. Donc, si on en a besoin, on pourra le faire à partir de là. Je le mets en rouge comme d'habitude. Donc, ce que je voulais tout simplement vous montrer, c'est qu'avec un date de type evaluate, on peut taper une expression puis visionner le résultat. Donc, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air, si je viens lui demander de me donner le null crâne, donc cet opérateur-là, et que je viens chercher dans cet opérateur-là la propriété num
prims, donc le nombre de primitifs, ben, je devrais avoir le résultat que je cherche. Et effectivement, ça me donne 596. Donc, il y a 596 faces dans mon modèle. Et donc, ce que je vais faire, c'est mon spectre audio, je vais le découper en 596 tranches, et chaque tranche va contrôler la couleur d'une des faces. Donc, c'est ça le plan. Bon, évidemment, pour récupérer cette valeur-là, quand on est juste à côté, ça va bien. Au minimum, on sait que ce truc-là fonctionne, donc je vais le couper puis le garder. Celui-là, on va l'enlever. Et on va remonter pour retrouver l'endroit où on en a besoin, c'est-à-dire à cet endroit-ci. Donc, le rééchantillonnage que je veux faire, il démarre à 0 et il devra se terminer à quoi? Ben, au nombre de faces qu'on a trouvé. Donc, évidemment, si je fais ça, là, c'est le petit bout de code que j'ai coupé, ben, ça ne correspond à rien parce que l'opérateur nul crâne, il n'est pas à ce niveau-ci. Donc, il va falloir aller le chercher à l'endroit où il se trouve. Et pour faire ça, il y a différentes façons. Vous pouvez évidemment tout simplement faire le chemin au complet ou vous pouvez aller à l'endroit que vous souhaitez. Donc, le parent, dans ce cas-ci, c'est celui-là. Et quand on clique... Comment j'ai fait déjà? Ah voilà, quand on clique du côté droit ici, on peut tout simplement copier-coller le chemin qui est présent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et si je reviens ici, dans ma boîte Resample, ben, je vais insérer le chemin. Donc là, ce que j'ai mis, c'est le chemin complet. Donc, Project One, USD-Crâne, GeoCrâne. Je crois qu'il nous manque un morceau, par contre. Oui, il nous manque un morceau. Je ne suis pas allé assez loin. En fait, oui, c'est ça. Il nous manque le dernier opérateur qui est nul crâne. Donc, on va l'ajouter. Oups. Attention. On recommence. Voilà. Donc, projet 1, USD crâne, GeoCrâne. Et là, j'avais oublié ici le nul crâne, qui est bel et bien notre dernier opérateur. Et une fois qu'on fait ça, ben, soudainement, on se retrouve avec le bon chiffre. Évidemment, ce n'est pas idéal de toujours repartir à la racine complète. On peut faire ce qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire utiliser un chemin qui est relatif. Donc, dans notre cas, le resample, il est au même niveau que USD-Crâne. Donc, on n'a pas besoin de spécifier cette partie-là ici. On pourrait tout simplement lui dire, va dans USD-Crâne, qui est juste à côté, rentre à l'intérieur. À l'intérieur de ça, tu vas trouver GeoCrâne, entre à l'intérieur. Et à l'intérieur de ça, tu vas trouver nul crâne. Et dans nul crâne, il y a une propriété numPrims, qui est le nombre de primitifs, qui est de 596. Donc là, si je fais Enter ici, ben, ça fonctionne. Par contre, petit détail, comme on démarre à 0, s'il y a 596 faces, ben, il faudra donc qu'on fasse moins 1, parce que ça va aller nos 596 faces de 0 jusqu'à 595. Donc, on va soustraire 1 pour que chaque tranche de notre échantillonnage corresponde bel et bien à une face. Et l'autre détail critique, c'est l'unité. Donc là, on est en secondes. Ce n'est pas du tout l'idéal parce que ce qu'on veut, c'est vraiment des échantillons. Donc, on veut calculer le nombre d'échantillons qu'on va prendre. Alors, on va choisir Simple. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va prendre les 596 derniers échantillons, puis il va faire l'analyse sur ces éléments-là. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces nouvelles valeurs-là pour en tirer des couleurs? Et là, il y a un nouvel opérateur qui sera assez utile, fréquemment en tout cas, pour nous. C'est un opérateur qui s'appelle lookup. Et l'idée de lookup, c'est de prendre deux entrées. La première entrée nous donne des valeurs à trouver, puis la deuxième entrée nous donne un endroit où chercher ces valeurs-là. Et donc, ce qu'on va faire dans notre cas, c'est qu'on va se servir du resample, ou en tout cas des données d'échantillon comme première entrée. Puis la deuxième entrée, ben, ça va être une gamme de couleurs dans laquelle on va aller piger. Donc, pour faire ça, on va se créer
notre gamme de couleurs en créant donc un ramp. Et là, évidemment, on est du domaine de la 2D, donc on va se trouver dans les, dans les tops. Donc, l'idée du ramp, c'est de faire un dégradé, essentiellement. Et un peu comme on peut faire dans un logiciel comme Photoshop, on va pouvoir définir en détail le dégradé qu'on veut utiliser. Donc, dans mon cas, je voulais y aller avec des mauves et peut-être des orangés. Le dégradé se trouve en haut ici. À chaque fois qu'on clique dedans, on se trouve à ajouter un point de référence. Et pour sélectionner un point, il suffit de cliquer dessus. Donc, mon premier point, laissons-le relativement foncé, comme ça. Le deuxième point, on va le mettre vraiment beaucoup plus assumé. Donc, un mauve assez prononcé. Je vais en ajouter un autre du côté un peu plus orangé. Peut-être quelque chose dans ce genre-là. Puis, on se termine vers un truc un peu plus jaune. Voilà. Si ça vous tente d'utiliser d'autres couleurs, allez-y. Ça sera votre résultat personnalisé dans ce cas-là. Donc, voilà qu'on a un dégradé qui utilise les couleurs qu'on a définies. Et là, ce qu'on souhaite faire, c'est piger dans ce dégradé-là en fonction des valeurs qu'on va avoir tirées au niveau du son. Donc, comment on fait ça? On va utiliser, encore une fois, un nouvel opérateur. Et ce nouvel opérateur-là, on peut l'obtenir en cliquant sur la sortie, même si, curieusement, c'est un chop, pardon. Donc, vous voyez que au niveau des opérateurs compatibles, il nous en met deux ici. Il y en a un qui s'appelle top2. Et quand on fait ça, on dirait qu'on tire un fil entre les deux, mais dans les faits, quand je clique, on se rend compte que ce n'est pas un fil que j'ai tiré, mais j'ai tout simplement créé un lien avec les fameuses petites flèches. Autrement dit, dans mon opérateur top2, j'ai fait une référence à ramp1, qui est celui-là. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, on ne peut pas tirer de lien directement entre deux opérateurs qui ne sont pas de la même famille, mais on peut créer des liaisons. Et dans ce cas-là, il nous offre le petit raccourci par un clic droit sur la sortie. Donc, qu'est-ce que ça fait, cette chose-là? Essentiellement, l'idée, c'est de transformer les valeurs du gradient ou du dégradé qui est ici sous forme de RGB, de façon à ce qu'on puisse aller extraire les données qui nous intéressent. Et donc, le dégradé, comme vous pouvez le voir dans l'échelle en bas ici, il contient 256 valeurs, donc de 0 jusqu'à 255. Et donc, si on lui demande la position 125, il va nous donner la valeur de la couleur qui se trouve à peu près au milieu. Il va nous donner ça comment? Sous forme d'un canal rouge, vert, bleu et alpha. Dans notre cas, on n'a pas vraiment besoin du canal alpha, on ne souhaite pas faire de transparence, donc je vais tout simplement enlever le A et on va se retrouver avec 3 canaux. Et donc, en gros, ce qu'on voit visuellement, puis je devrais peut-être les mettre un en dessous de l'autre pour rendre la chose un peu plus explicite. Ce qu'on voit, ça correspond à ce qui est en dessous, c'est-à-dire que la pointe, par exemple, mauve ici, on voit qu'il y a beaucoup de bleu qui s'ajoute à cet endroit-là. On enlève du rouge, du vert, et bon, ainsi de suite. Donc, avec ça, l'idée maintenant, c'est quoi? C'est de faire le fameux lien entre nos valeurs qui proviennent du resample et nos valeurs de couleur. Donc là, ça se corse un peu. On va pouvoir faire ça à l'aide du fameux lookup. Donc, j'ajoute mon lookup à la sortie du resample ici. Et comme je vous le disais, l'idée du lookup, c'est de prendre deux entrées. Donc, dans ce cas-ci, je vais être capable de tirer un lien entre le chop qui est ici et ce chop-là. Et donc, va rentrer ici une sélection, donc un chiffre en fonction de la fréquence, et l'opérateur va aller voir quelle couleur correspond à ce chiffre-là, et c'est cette couleur-là qui va restituer en sortie. C'est essentiellement le principe.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces données-là qui vont sortir? Ben, on va utiliser une autre famille qu'on n'a pas utilisée beaucoup jusqu'à maintenant, la famille des dates. Et on va utiliser un opérateur qui s'appelle, encore une fois, un autre opérateur qui permet de convertir d'un type à l'autre, qui s'appelle chop2date. Donc, encore une fois, c'est un peu comme c'était le cas ici, c'est-à-dire qu'on a converti avec le top2 chop un top en chop. Ben ici, le chop2date, il va convertir un chop en date. Et comme vous le savez, les dates existent pour contenir des données textuelles, soit sous forme d'une seule chaîne de caractères, ou encore sous la forme d'un tableau. Et dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui se passe. On a 3 colonnes. Pourquoi est-ce qu'on a 3 colonnes? Parce qu'on a 3 canaux. Donc la première colonne correspond au rouge, la deuxième au vert, la troisième au bleu. Maintenant, quelles sont ces rangées-là? Bien, si on active le visualiseur, je vais juste arrêter le mouvement et qu'on descend jusqu'à... Bon, en fait, si on descendait jusqu'en bas, on se rendrait compte qu'il y a 596 entrées dans ce tableau-là. Donc, ce sont nos 596 tranches. Et pour chaque entrée, ben, le lookup, il vient voir la couleur correspondante dans le dégradé. Et donc, ce que ça nous donne, au final, c'est pour chacune de nos 596, ou chacun de nos 596 échantillons, ben, on a une valeur de rouge, de vert et de bleu qui correspond, ou qui est proportionnelle à la fréquence, ou l'intensité de la fréquence qui avait été évaluée. Donc, on a nos données sous forme de tableau. Il nous reste une seule étape, c'est de reporter ces données-là sur chacune des facettes. Donc, comme on va devoir faire une exportation, on va encore une fois utiliser... On va prendre un... Est-ce qu'on prend un null ou un select? On va prendre un null pour l'exportation. Et dans ce cas-ci, ce qu'on exporte, ce sont les valeurs RGB, essentiellement. Donc, tout est prêt. Il ne nous reste plus qu'à faire le lien entre les deux éléments. Donc, comment est-ce qu'on fait le lien exactement? Il va falloir retourner dans nos primitifs et assigner une couleur à chacune des facettes. Donc, je pense que je vais à nouveau fractionner l'écran. De ce côté-ci, on va aller dans notre primitif. Et en explorant un peu, on se rend compte que dans l'onglet Attributes, on a une propriété ici, Color. Donc, par défaut, il garde la couleur qui a été assignée un peu plus tôt dans le réseau de SOP, mais on peut lui dire d'ajouter une couleur. Donc là, ça va pas mal. Pour ajouter la couleur ici, ben là, il faudra faire une référence à partir du tableau qui est ici. La façon dont les tableaux fonctionnent, en fait, c'est qu'on trouve l'opérateur, puis ensuite de ça, on spécifie une colonne, une rangée, et il va aller nous chercher la bonne donnée, la donnée qu'on cherche. Donc, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus long, la ligne, puis il n'y a pas tellement de façon d'automatiser, mais on va la déconstruire ensemble pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Donc, dans ma couleur, je vais ouvrir l'éditeur pour qu'on puisse voir. Par défaut, ce qu'il utilise, c'est la couleur qui était en input, qui était en entrée, tout simplement. Dans notre cas, on va vouloir utiliser autre chose. Qu'est-ce qu'on veut utiliser? Bien, on va encore une fois appeler notre fonction up pour aller trouver tout d'abord notre tableau. Première chose, c'est vraiment de repérer notre tableau. Et est-ce qu'on est capable de le faire comme ça? Je pense pas qu'on puisse le faire comme ça. Juste essayer pour voir. Non, c'est ça. On ne sera pas capable de le faire comme ça. On va vraiment devoir le taper à la main. Donc, on va aller chercher, appeler la fonction opérateur. On remonte, actuellement, on est dans
le composant GeoCran. Donc, on remonte d'un niveau pour aller dans USDCran. On remonte d'un niveau pour revenir dans Project One. Et à cet endroit-là, on va pouvoir accéder nul RGB. Quand vous n'êtes pas certain, regardez la barre d'adresse ici. Là. Donc, en ce moment, on se trouve dans GeoCran. Si je remonte de 1, je me trouve là. Si je remonte de 1 une autre fois, je me trouve là. Donc, dans Project One, il y a bel et bien mon nul RGB. Donc, cette syntaxe-là devrait m'amener au bon endroit. Maintenant, une fois que j'ai mon nul RGB, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux aller chercher la bonne cellule pour chacune des facettes. Et la façon de faire ça, c'est encore une fois avec les crochets, mais cette fois-là, on va passer 2 paramètres pour la rangée, puis la colonne. Je pense que la colonne, puis la rangée, excusez-moi. Donc, la colonne, ce serait quoi? J'ai comme un blanc. Est-ce que c'est la colonne ou la rangée? C'est la rangée d'abord. C'est la rangée, ensuite la colonne. Donc, pour trouver la bonne rangée, c'est-à-dire le chiffre qui est ici, ben, on peut aller chercher dans l'objet où on se trouve, c'est-à-dire me, puis ça, c'est un truc qu'on va voir assez souvent. Donc, me, ça fait référence à l'objet dans lequel on se trouve. Dans certains langages, c'est this ou self. Dans Touch Designer, ce sera me. Et dans l'objet primitive, il y a une propriété qui s'appelle input prim. Et input prim, essentiellement, c'est le primitif qui est en entrée, si on veut, ou la liste des primitifs. Et on peut aller chercher là-dedans. En fait, non, c'est vraiment le primitif en question. Et on peut aller chercher son index. Donc, chaque primitif a un numéro. Et comme il y en a 596, ben, les numéros seront de 0 jusqu'à 595. Et donc, si on va chercher le numéro du primitif en question, ben, ça va nous donner une ligne dans notre tableau. Et ensuite de ça, on va aller chercher la bonne colonne, en se souvenant que la première, c'est le rouge, la deuxième, c'est le vert, la troisième, c'est le bleu. Donc, dans ce cas-ci, on va commencer par la couleur rouge, donc ça va être la colonne 0. Voilà. On voit déjà qu'il y a un certain effet sur le rendu. Donc, je vais copier-coller cette chose-là. Et évidemment, on va aller chercher la deuxième colonne à la position 1. Et ensuite, la troisième colonne à la position 2. Et de cette façon-là, on se trouve à utiliser chacune des cellules dans notre tableau. Donc, pour chacune des facettes qui correspondent à des rangées, on vient chercher les éléments rouge, vert et bleu. OK, ça semble fonctionner. On va revenir en mode un peu plus convivial. Oups, ici ça devrait aller. Est-ce que ça fonctionne? Je vais peser sur Play. Ben, ça semble fonctionner. Par contre, on a une dominante bleue. Et évidemment, la dominante bleue, ben, elle est due au fait que notre modèle, à la base, il était bleu à cause du matériau qui était utilisé. Donc, on va aller neutraliser un peu cette couleur-là. Donc, je viens dans le matériau. Et le base color, plutôt que de le mettre bleu, ben, je vais le mettre tout simplement blanc. Donc, on devrait avoir un peu moins de bleu dans notre résultat. Parce que ce qu'on a fait dans le primitif, c'est vraiment d'ajouter une couleur. Donc, on ajoute au bleu. Donc, si on part du blanc, ben là, on a un résultat qui est plus neutre. Et là, comme vous pouvez voir, les facettes s'agitent en fonction des fréquences. On va remettre le son pour voir un petit peu si le résultat correspond à quelque chose. Donc, ça commence à être pas mal. On peut voir donc le mouvement de la taille des facettes et aussi les différentes couleurs qui s'agitent. Évidemment, la question qui suit, c'est quelle facette correspond à quoi? Ben là, il faudrait aller voir le modèle, afficher le numéro des facettes, puis regarder. Donc, si on souhaitait avoir un résultat qui soit un peu plus aléatoire, ben on pourrait évidemment venir insérer un opérateur ici qui s'appelle sort. Et donc, l'opérateur sort nous permet de faire un tri parmi des données, mais il nous permet, dans ce cas-ci, de
aussi triés de façon aléatoire. Donc, si on choisit Random ici, ben, on est soudainement capable d'avoir une correspondance au hasard entre les fréquences et chacune des facettes. Donc, je vous laisse décider si vous préférez ou pas avoir le sort. On pourrait aussi ajouter... On pourrait aussi ajouter, pour que les transitions soient un peu moins abruptes, un opérateur filter. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé l'opérateur filter pour adoucir les transitions de données dans une vidéo précédente. Mais on peut faire la même chose à cet endroit-ci. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faudra désactiver le time slicing comme on a fait tantôt. Donc si je fais ça, ouais, ça devrait être mieux. Et donc, dans notre filter, on peut choisir la durée. Donc, sans doute qu'une seconde, c'est trop long, mais si on y va à 0.18 par exemple, donc on a un mouvement, mais qui est peut-être un peu moins saccadé. Je vais l'outrepasser, l'ignorer pour un instant. L'effet est peut-être pas aussi marqué que je voudrais. Il me manque sans doute... Ah, oui, c'est vrai. Comme là, on a plusieurs échantillons, 596 en fait, il faudrait appliquer le filtre sur chaque échantillon. Donc, on va tout simplement activer le petit interrupteur ici. Et on va réessayer. Ouais, donc là, c'est beaucoup trop lent parce que j'ai changé. Mais rabaissons le width. Donc à 0.11, c'est moins saccadé, mais le mouvement est visuellement intéressant. Plus je me rapproche de 0, plus ce sera saccadé. Mais à 0.11, c'était pas mal en fait. Donc on va le laisser comme ça. Donc voilà, on a été capable, à travers une manipulation puis une analyse des fréquences sonores, d'aller piger des couleurs pour chacune des facettes qui correspondent elles-mêmes à la distribution des fréquences dans la pièce musicale. Il nous reste quelques petits détails pour peaufiner notre effet. Donc, je vous invite à revenir pour une 4e et dernière vidéo sur ce projet.